10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous commentons l'actualité aujourd'hui avec Sandra Rogol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour. Dominique de Montvalon, journaliste politique. Bonjour. Fouziya Bouzerda, bonjour. Vous êtes vice-présidente du Grand Lyon et adjointe au maire de Lyon. Bonjour à vous. Et Mathieu Alterman, journaliste et auteur. Bonjour à vous. Plusieurs sujets aujourd'hui. On va revenir sur ce pont qui s'est effondré en Haute-Garonne. Évidemment, visiblement, il y a eu une faute du chauffeur, mais ça pose quand même la question des ponts. Quand il y a eu l'effondrement à Gênes, on a posé la question de la sécurité des ponts. Qu'est-ce qui a été fait depuis ? Emmanuel Macron va-t-il réussir à se réconcilier avec les maires ? On en parle avec vous, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il doit rencontrer les maires de France. Et puis Macron condamne les violences, mais loue la fraternité des ronds-points, due en même temps. Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons avec peut-être Dominique. C'est un coup de cœur ou un coup de gueule ? Je sais pas, sur le 0,2 grammes d'alcool. C'est un coup de gueule contre le ministre de l'Agriculture qui a lancé, comme si la scène politique n'était pas aujourd'hui déjà encombrée de sujets parfois sérieux et graves, qui nous interpellent et parfois nous divisent, qu'il a lancé un nouveau sujet. Et si c'était 0 gramme, interdiction de tout alcool au volant. Ouais. Alors, juste un mot. C'est une chose absolument aberrante, parce qu'aucune association de défense de lutte de sécurité routière ne demandait ça. D'abord, j'ai noté qu'il était tombé, je ne sais pas s'il faut dire dans un piège avec des guillemets, parce que c'est pas lui qui a lancé le sujet, mais il y a répondu avec entrain. Deuxièmement, bien entendu, dans l'absolu, tout le monde préférait qu'il n'y ait pas d'alcool du tout au volant. Mais bon, je veux dire, là c'est consternant. C'est un ministre qui rajoute à la confusion ambiante. On n'a pas très bien compris d'où ça sortait, puis pourquoi l'annoncer pour revenir dessus juste après. J'ai le sentiment que certains manquent, même avec l'expérience, de professionnalisme au gouvernement. Ouais. Surtout qu'on ne peut pas boire. En fait, ils veulent qu'on ne puisse pas boire, par exemple, 2 verres de vin, mais qu'on puisse prendre un Lexomil. Par exemple. C'est un très bon exemple. Qui quand même peut causer beaucoup plus d'accidents que 2 verres de vin. Non, mais cette annonce était assez étonnante. Vous en avez pensé quoi ? Écoutez, je vais dire qu'on ait un vrai objectif de protection et de fait de dissuader de prendre l'alcool au volant. Après, considérer que c'est 0, ça veut dire très concrètement que vous ne faites rien, que vous ne buvez jamais. Absolument. Ou que vous ne vous déplacez pas. Oui. D'année en année, le seuil est descendu. Je le sais puisque je suis avocate de profession. Et la tolérance aussi est descendue. C'est-à-dire qu'on n'était plus sur les permis blancs, puis les permis à points. Donc je pense qu'il y a un équilibre à avoir. Mais le fait de vouloir aujourd'hui toujours quand même faire primer la protection et la sécurité, c'est quand même un objectif qu'on doit tous avoir. Oui, mais sauf que ça ne correspond à rien, ce 0 alcool. Encore une fois, aucune association de défense de la sécurité routière ne le réclame parce que c'est contre-productif. C'est ce que disait Jeanne Collard. Et surtout, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que la sécurité routière vit ces 20 dernières années, parce que d'ici 20, voire 25 ans maximum, on aura des véhicules autonomes et il n'y aura plus d'accidents. On n'y est pas encore. Mais ça va arriver plus vite. Ça va arriver beaucoup plus vite que vous le pensez. Moi, je pense que ça va arriver beaucoup plus vite qu'on le pense, parce qu'on est déjà, nous, à Lyon, à la 3e navette autonome, et je pense que ce véhicule, à terme... Mais est-ce que la navette boit ? Alors la navette boit pas, mais vous pouvez boire en empruntant la navette. Et ça, à mon avis, c'est un vrai enjeu. Un vrai progrès. Effectivement, on a une Fanny qui nous dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec sa fonction d'agriculture ? C'est une vraie question aussi. Il est un peu spécialiste des approximations autour des dossiers qui sont censés toucher à sa fonction. Parce qu'il avait dit le vin n'est pas un alcool comme les autres. Il avait dit, je me rappelle, il y a quelques mois. C'est quand même compliqué son rapport à l'alcool ces derniers temps. Après, la question du rapport à l'alcool, de l'alcool, des psychotropes, quels qu'ils soient, que ce soit légaux ou non, au volant, est une vraie question. Mais on ne l'aborde pas en disant tout ou rien. Et le problème, c'est qu'en prenant cette posture tout ou rien, qui plus est en revenant dessus, mais juste quelques heures après, en fait, ça fait encore une fois apparaître les positions gouvernementales comme étant des couacs, des approximations, de l'amateurisme ou des espèces de fusées tests lancées. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment. Donc rien de très positif ne ressort de tout ça. Fouziya Bouzerda, vous, c'est un coup de cœur. Oui, moi, c'est un coup de cœur. Il y a quelques jours, ont été opérés à Lyon, à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants, 2 Siamoises, qui viennent du Cameroun.
avec succès, et donc elles étaient attachées par l'abdomen. C'est une vraie prouesse médicale. C'est aussi ce que c'est faire de plus beau, en fait, notre hôpital public, au moment où il est pas mal attaqué, où les moyens sont lancés, où on parle d'investissement sur l'hôpital public, où l'ensemble des praticiens sont quand même très revendicatifs sur de nouveaux moyens, et où il faut réhabiliter l'image de l'hôpital, parce qu'au quotidien, quand on fréquente nos hôpitaux, on a... dès qu'on sort de France, honnêtement, on est fiers de notre système de santé, mais il y a aujourd'hui des moyens à donner, et il y a de la considération à avoir aussi pour l'ensemble de nos praticiens. Et je pense que, alors c'est un coup de cœur, c'est pas toute la politique de l'hôpital, mais ça montre la solidarité, l'excellence, et donc moi je voulais saluer nos médecins. Et vous avez raison. Et notre hôpital à cette occasion, pour moi c'est un coup de cœur, puis je pense à ces 2 petites filles qui vont avoir une vie normale et qui vont pouvoir grandir. Voilà, c'est ce qu'on sait faire aussi en termes de solidarité, puisque c'était avec l'association Chaîne de l'Espoir. Et donc voilà, le professeur Deloche. Exactement. Effectivement, et c'est tout le paradoxe de l'hôpital, c'est-à-dire qu'on a des médecins exceptionnels, de la recherche hospitalière incroyable, et parallèlement à ça, un personnel hospitalier, médecins et soignants qui sont épuisés. Mais c'est ça. Qui ne font, avec un il faut le dire, il faut le célébrer, ça. Je veux dire, il faut célébrer l'excellence de l'hôpital, et en même temps, ça permet aussi à tous de se dire qu'il faut leur en donner les moyens. Voilà. C'est même la meilleure preuve du fait que l'hôpital public a vraiment besoin de moyens, parce que vous disiez, il faut réhabiliter l'image des hôpitaux, mais l'image des hôpitaux, elle est très bonne auprès des Français. Vous disiez, il faut avoir de la considération pour ce personnel, mais les Françaises et les Français ont énormément de considération pour les personnes qui les sauvent et qui les soignent. Les seuls qui n'ont aucune considération pour ces personnels, ce sont les gens qui gèrent leur budget comme s'il s'agissait d'une start-up. Et là, moi, je suis pas trop d'accord, parce qu'on a énormément de personnel, pour ça qu'ils sont dans la rue, qui se plaignent justement d'être agressés, qui se plaignent d'être engueulés parce que vous avez des heures d'attente, vous pouvez passer la nuit. En fait, l'attente est créée par l'absence de moyens. Oui, mais si vous voulez, ils ont besoin d'être considérés, et ils ont besoin qu'on dise que c'est pas normal de porter ces problèmes à l'hôpital. Tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux savent qu'aujourd'hui, le problème ne vient pas que des moyens, vient en grande partie d'un problème d'organisation administrative. Tous les gens sérieusement qui travaillent là le disent. D'accord. Et quels sont les ordres qui ont été donnés aux têtes des hôpitaux pour justement développer ces conditions administratives? C'est de juger à l'américaine sur des économies. Et donc on est en train de payer ça alors que nos hôpitaux sont merveilleux. C'est pas l'américaine aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec la France. Vous pouvez pas comparer. Les hôpitaux américains, c'est une horreur, ça vous coûte très cher, ça n'a rien à voir avec ici. En revanche, il y a le même problème. La gestion à l'économie est comparable. Oui, mais il y a le même problème dans les hôpitaux on en a parlé plusieurs fois autour sur plein d'administrations. Ce n'est pas qu'un problème d'argent, sinon l'éducation nationale française serait la première au monde, puisque c'est celle qui récupère le plus d'argent. Or, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas qu'un aspect financier, malheureusement. Il ne faut pas négliger tout l'aspect administratif, d'organisation délirante, l'impact qu'ont eu les 35 heures, qui était catastrophique dans les hôpitaux. On ne peut pas négliger ça. Voilà. Vous avez raison tous les deux. C'est-à-dire que l'organisation qui a été faite, elle était aussi dans le but de faire des économies. Absolument. Mais il ne faut pas négliger l'autre pan, c'est ce que je voulais dire, parce que s'il est important. Non, puis quand on considère l'organisation, sachez que le directeur d'hôpital ne maîtrise pas l'ensemble de son personnel. C'est-à-dire qu'il va gérer l'accueil, mais les praticiens hospitaliers ne relèvent pas de lui. Donc, quand vous voulez organiser un service complet, vous n'êtes pas non plus en capacité de le faire. Le nombre de lits, les moyens d'acheter du matériel, les moyens de rénover le matériel existant ou les salles et les accueils existants, oui, c'est de la responsabilité des gestionnaires d'hôpitaux. Moi, je suis d'accord avec vous pour les moyens. Ils sont intégralement dépendants là-dedans, même si un système administratif compliqué, du fait de la double facturation, notamment mutuelle, sécurité sociale, etc. Mais il y a des directives très claires qui remontent aux 2 gouvernements précédents, qui se sont confirmées dans celui-ci, qui leur demandent chaque fois de rationaliser un peu plus. Et je dis rationaliser pour reprendre des mots qui ne sont pas les miens, mais la réalité, c'est d'économiser chaque fois un peu plus. J'étais avec un spécialiste il y a quelques jours qui nous racontait comment, la semaine dernière, 5 enfants avec des tout jeunes avec la bronchiolite. Voilà, avec des bronchiolites à Paris ont dû être évacués sur toutes les régions autour. On a dû faire sortir un enfant qui était en réanimation pour arriver à en mettre un autre qui avait un arrêt cardiaque. Donc faire des choix entre quelqu'un qui est sur le point de mourir et quelqu'un qui vient juste d'éviter de mourir. C'est ça la réalité des hôpitaux français aujourd'hui, et c'est contre ça qu'il faut lutter. Personne ne saurait contester, en Dominique tout cas par moi, Montvalon, un témoignage que vous avez recueilli. Je n'ai pas de commentaire à faire. J'observe simplement que dans la mesure où, à partir de votre témoignage, vous extrapolez, vous nous invitez à extrapoler, on est dans la
dans le drame et même dans la tragédie. Je pense que ça ne correspond pas à la réalité. Je veux juste dire une chose, c'est que... Mais là, je pense que ça correspond beaucoup à ce qui se passe dans les hôpitaux. J'ai été récemment dans les hôpitaux. Oui, non, mais je vous dis, les services, Dominique, les services d'urgence aujourd'hui vous racontent qu'ils sont obligés d'appeler pour trouver des lits, etc. C'est ce que dit Sandra. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas sur une polémique. Mais je n'ai pas dit que la polémique était dérisoire et je prenais en compte ce qui avait été dit. J'ai eu l'occasion, pour différentes raisons, d'aller dans les systèmes d'urgence. J'y ai passé des nuits, j'ai passé des jours. Je sais ce que c'est. Je n'en tire aucune conclusion d'ordre politique. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi, et ça a été beaucoup dit ces dernières semaines, pourquoi ces services d'urgence, par rapport à ce qui prévalait avant, sont aujourd'hui le seul recours devant la défaillance de la médecine libérale et le seul recours de gens qui, quelquefois, sont dans un état dramatique et relève stricto sensu de l'urgence, et d'autres fois, c'est parce que... Où faut-il aller ? Où peut-on aller ? Mais là on est au-delà. On est sur des gens qui doivent être hospitalisés, opérés, traités, et pour lesquels on ne trouve pas de lit. On est au-delà de l'attente aux urgences. On n'était pas sur l'exemple des urgences. Non, mais on est... L'hôpital, c'est un sujet d'accord, ça n'a échappé à personne. Parce qu'il nous concerne tous. On y passe tous, nos enfants y passent. Quand on parlait de l'hôpital femme-mère-enfant où ces deux petites ont été hospitalisées, aujourd'hui, c'est régional, ce qui veut dire que quand votre enfant a un problème, toute la région autour de Lyon se retrouve, et donc vous êtes en attente effectivement, et on les classe par ordre de priorité. Et donc vous êtes traité au bout de 3 heures, 6 heures, 12 heures, 24 heures. Donc il y a des moyens, il y a de l'organisation, parce qu'il faut aussi désaturer. Il faut aller dans des maisons. Dans des maisons médicales, des maisons de praticiens. Il faut aussi donner notre recours. Et il faut les développer. Mais il n'y en a pas assez, même dans des villes comme Lyon, il n'y en a pas assez, malgré l'excellence du système de santé. Donc c'est aussi une vision un peu plus globale, je trouve, moi, de la santé et de l'organisation de la santé qu'on doit avoir. Allez, on va passer au coup de cœur de Sandra, très corporate. Oui, alors pour une fois, je fais un peu d'auto-promo, puisque les écologistes étaient en congrès ces derniers temps. Et donc le premier tour de ce congrès a eu lieu samedi dernier. C'était un congrès collectif, apaisé, fédérateur. Et comme toute la presse a beaucoup écrit sur le fait que c'était exceptionnel, un responsable politique, à savoir David Corman, qui part avec les honneurs, et puis un congrès qui se passe de façon très bienveillante, malgré des différences, preuve qu'on peut avoir des controverses très positives, et bien j'avais envie de le souligner, une fois n'est pas coutume. Donc ça s'était bien passé. Celui qui le remplace, c'est Julien Bayou. Alors pour l'instant, on n'a pas encore voté. Et donc effectivement, non, je serai avec Julien Bayou. On a monté un projet ensemble pour essayer de fédérer tout le monde, mais ce ne sera pas forcément moi qui serai la personne qui représentera, puisqu'il faut toujours qu'il y en ait une, mais malgré tout, on fonde un collectif. Vous seriez vice-présidente de Julien Bayou, selon mes informations. Dominique. Personnellement, je ne peux que me réjouir de voir dans ce paysage politique dévasté et plein de contradictions, de voir les écologistes trouver de la cohérence, trouver de l'unité, invoquer, vous l'avez fait à juste titre d'ailleurs sur la foi des derniers éléments, la dimension de fédérer des énergies éventuellement diverses. Peut-être signifie-t-il que les Verts français, ce serait une grande nouvelle, très positive pour l'avenir, s'inspireraient du pragmatisme et du réalisme des Verts allemands. Allez, le coup de gueule. Moi, c'est un coup de gueule parce que je regrette que plus personne ne parle de Samira Belil. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Samira Belil. C'était une des figures du mouvement Ni pute ni soumise. Elle est décédée à 31 ans en 2004 d'un cancer. Elle était laïque. Elle dénonçait l'horreur pour la sexualité des jeunes filles dans les quartiers, le machisme insupportable. Et bizarrement, ni MeToo, ni Balance ton porc ne parlent plus jamais d'elle. C'est comme si elle avait été oubliée alors qu'elle annonçait tout ce qui allait se passer au début des années 2000. Elle était remarquable, elle avait écrit son livre qui racontait son histoire avec les viols sur les tournants, elle disait des choses. Et on devrait tous les jours penser à elle, qui était beaucoup moins démago et beaucoup plus honnête que nombreux mouvements aujourd'hui. Enfin, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir, si je peux me permettre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est pas exactement la même chose. Le harcèlement de rue est quand même plus important que des comédiennes qui se font... MeToo est pas exactement la même chose non plus. Et je crois qu'il n'y a pas de rapport d'importance. En fait, quand on commence à classer la misère, les oppressions, moi, etc., je pense que les femmes qui se font harceler tous les jours, c'est quelque part plus représentatif de ce qu'elles vivent que ce que vivent des comédiennes dans des castings. Et vous savez quel est le moyen qu'ont eu ces femmes-là de pouvoir parler et surtout d'être entendues, parce qu'en fait, elles ont toujours parlé, c'est qu'il y ait des comédiennes qui parlent et que ça mette les choses... Le résultat, c'est qu'il y a eu 0 condamnation.
Alors ça, c'est un problème donc de le la résultat, formation. Ça n'impacte pas malheureusement. Non. Moi, je pense qu'il faut je vous arrête pas là. opposer les uns et les autres. C'est qu'il y a du harcèlement. Non, Sandra, vous allez finir après. Non, mais juste, il ne faut pas opposer les réformes nécessaires, c'est-à-dire la formation nécessaire des forces de police et de la justice avec ce qui est en train de se passer. Parce que les endroits où les personnels ont été formés, ça se passe très bien, la parole est reçue et on essaye d'avoir un traitement. Le problème, c'est que là, on fait face à des décennies et des décennies de non-traitement des violences faites aux femmes. Il est quand même étonnant qu'elle ne soit jamais citée. On va y revenir parce que sur les violences faites aux femmes, on va y revenir. Restez avec nous sur Sud. Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on va reparler de l'état de nos ponts en France, mais quand même, je voudrais qu'on revienne sur votre coup de gueule en disant qu'on ne se souvenait plus donc de Samira Belil, effectivement première figure du mouvement Ni pute ni soumise, et vous faisiez un parallèle avec MeToo et Balance ton porc. Je crois que vous vouliez réagir, Fouzia Bouzerda, pour dire qu'il ne fallait pas les opposer forcément. Oui, il ne faut pas les opposer parce qu'aujourd'hui on a toujours des violences et des violences conjugales importantes. On a sur des comptes à rebours de meurtres de femmes quotidiens, donc on parle, il y a une vraie prise de conscience, c'est bien. Il y a des moyens, mais pas que, il y a de la formation. Et je pense qu'il faut aussi donner des signaux forts dans nos sociétés. C'est pour ça que le fait de braquer la lumière est important, le fait de donner aussi des instructions fortes. Moi, dans mon exercice professionnel, j'ai eu l'occasion, comme avocate, d'accompagner des femmes victimes de violences. Et plus particulièrement une, parce que ça m'avait vraiment heurtée, qui avait l'arcade sourcilière complètement ruinée avec 9 points de suture. Eh bien, la réponse pénale à l'époque, c'était un rappel à la loi en maison de justice. Et donc je dis aussi que en donnant des moyens, mais c'est surtout qu'il faut donner une réponse pénale. Il faut pouvoir déposer une plainte. Je voulais juste dire que j'étais quand même plus sensible aux écrits et à la parole de Samira Belil qu'à celle de Sandra Miller qui par ailleurs a été condamnée. Parce qu'il y en a une qui avait vécu un truc horrible et l'autre elle a rien vécu. Mais pourquoi vous faites des comparaisons sur la parole de l'une plus que celle d'une autre ? Parce qu'il y en a une qui ne savait pas de quoi elle parlait, qui a été condamnée. Elle a été condamnée. Mais pourquoi discréditer un mouvement qui a libéré une parole des femmes parce qu'il y a une femme qui effectivement, c'est dramatique pour cet homme, mais pourquoi discréditer ce mouvement ? Ça me met en colère. Je pense que la parole de Samira Belil elle a quand même fait un livre avec Boris Cyrulnik. Je pense qu'elle était plus mesurée et surtout plus réfléchie. Mais de quel droit vous jugez la parole des femmes ? De quel droit vous jugez la parole d'une femme ? De quel droit vous dites que Adèle Haenel n'est pas crédible ou que je ne juge pas la qualité. Je juge l'intelligence du propos. Je veux dire, entre deux féministes, si les deux ont raison de dire ce qu'elles disent, je préférerais toujours la plus intelligente des deux. C'est tout. Et je trouve que Samira Belil était plus intelligente que beaucoup de féministes aujourd'hui. Si je puis me permettre. Attendez, j'ai le droit de dire que je trouve qu'une est plus intelligente que l'autre. Je peux aussi finir ma phrase et vous pouvez réagir sur ce que j'aurais dit, pas sur ce que vous imaginez que je vais dire. Mais je pense que c'est très symptomatique du problème qu'on a dans la société. Parce que justement, à opposer des paroles qui en fait se complètent, eh bien vous créez le discrédit de certaines paroles de femmes. Je n'ai jamais opposé. J'ai dit que je regrettais qu'on ne parlait plus de ces personnes qui étaient là avant, qui disaient tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez même opposé deux noms l'un à l'autre, en disant que l'une est légitime et l'autre ne l'est pas. Absolument. Et bien en fait, c'est pas à vous de choisir qui est légitime et qui ne l'est pas. On se mettra pas d'accord sur le sujet. Je veux pas ajouter un peu de confusion à un débat un peu confus, mais cher Mathieu, je ne comprends pas très bien votre objectif. Si vous voulez nous faire comprendre qu'on aurait dû parler d'une personne éminente qu'on a à tort oubliée, soit. Ça vaut pour des tas d'autres, hommes et femmes. Oui. Si vous voulez, vous venez de le faire, insister que vous préférez l'une plutôt que l'autre. Parlez bien dans le micro, Dominique. Après tout, pourquoi pas, mais pardonnez-moi, parce que j'aime bien vous lire et vous écouter. Là, je suis désemparé. Où ça nous mène, tout ça je veux dire, le fait que vous préférez l'une à l'autre, que mais vous auriez pu dire, je comprends pas du tout. Là. Le fait qu'aujourd'hui, quand on parle d'elle, je cite son nom et on fait... Ah oui, et tout le monde dit ah oui, c'est vrai. Voilà, j'ai vu vos yeux quand j'ai raison. Et je trouve ça vraiment vous trouvez ça injuste. Bon, mais d'accord, vous trouvez ça injuste. Vous auriez dit je peux vous citer des tas de personnes dont on ne parle pas et c'est bien injuste aussi. Non, mais dites, rappelons-nous de Samira Belil, sur quoi vous avez entièrement raison, qui a été une pionnière dans la libération de la parole. Voilà. Et j'ai le droit de m'engager pour les auditeurs qui me disent de quel droit vous prenez position. J'ai le droit. C'était pas une critique, c'était une approbation. C'est que j'ai pensé elle, en fait, énormément le jour de la manifestation contre l'islamophobie, je me suis dit qu'elle serait jamais. On part encore autre chose. Mais je sais qu'il y a à dire là-dessus, mais
elle ne serait jamais allée. Ouais. Voilà. Allez. Oui, mais voilà, vous avez fait un détour, passé par plusieurs quartiers pour aboutir. Mais du coup, vous avez votre réponse. Le seul objectif, c'était de dire, il y a les bonnes et il y a les mauvaises. Et donc les bonnes, elles ont tout un critère de lecture et les mauvaises, elles en ont d'autres. Moi, je préfère penser qu'on a des différences d'analyse et que le féminisme n'est pas réductible à une seule vision et qu'on a le droit en tant que femme de vivre de multiples occurrences du féminisme et que en fait, vous n'avez pas le droit de nous dire, à nous les femmes, ce que c'est le choix du féminisme que l'on veut vivre et dans quelle société pour moi, on va avoir. C'est mon coup de gueule, c'est son coup de gueule. Voilà, moi je vous signale juste que la justice a classé sans suite ce lundi l'enquête qui avait été ouverte contre le rappeur Nick Conrad pour apologie de crime, atteinte volontaire à la vie aggravée. C'était un clip qui s'appelait Doux Pays. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec un clip qui était particulièrement violent. Vous voyez un homme, c'est un clip particulièrement violent et il disait « J'ai baisé la France jusqu'à l'agonie ». Bref, il n'y a pas eu visiblement ça n'a pas été caractérisé. En fait, j'ai lu les articles concernant le problème, c'est que visiblement, ils ne savent pas comment traiter ce genre de problème. C'est ce qu'il disait. On n'a jamais eu à traiter ce genre de problème sur une œuvre de fiction. Il y avait eu des histoires avec les flics, des clips de rappeurs. Oui, mais là, en tout cas, c'est ce qu'a déclaré le parquet, c'est ils savent pas trop dans le cas d'une œuvre de fiction d'un rappeur qui joue un personnage. Voilà, il y a un flou. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont justifié ça comme ça. C'est toujours pareil. Est-ce que derrière vous êtes sur de la fiction? C'était pareil sur les limites que vous fixez à l'humour, dans les limites que vous fixez sur le contexte. Alors moi, je l'ai pas en tête la chanson parce que c'est souvent bien de le remettre dans le contexte. Après, il y a une réponse pénale. Déjà, on constate qu'il y a une réponse pénale qui a été apportée, mais qu'a priori, c'est pas qualifié. Oui. Donc, l'enjeu, c'est de dire, est-ce qu'il y a vraiment une apologie? Est-ce qu'il y a vraiment une infraction pénale? A priori, non. Vous voulez en écouter un extrait? Écoutez. Baiser la France, j'ai brûlé la France, doux pays de mon enfance. Baise la France, je baise la France, jusqu'à l'agonie. Voilà. Il dit pendez les blancs et dans le clip il viole une femme. Dans l'image du clip, je sais pas si vous vous souvenez. Le problème, si j'ose dire, c'est qu'en fait la chanson n'a eu aucun succès. C'est que la même chanson, il en fait un tube. Là, il aurait été condamné. Le problème, c'est que là, ça a intéressé personne n'a écouté ça pour son plaisir. Quoi. Oui, mais enfin, la justice, c'est là qu'on lui fait la pub. Oui, voilà. Bon, allez, on n'en parle plus. On se retrouve dans un instant avec vous, 0826 300 300. Le pont qui s'est effondré en Haute-Garonne. Est-ce que l'État abandonne ses infrastructures? On en parle avec vous. 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est ensemble pour commenter l'actualité. On va parler donc de ce pont suspendu entre Mirepoix, juste à la sortie de Mirepoix dans le Tarn, au nord de Toulouse, qui s'est effondré. 2 personnes sont mortes. Visiblement, le camion était beaucoup trop chargé, 40 tonnes sur un pont qui ne supportait que 19 tonnes, donc on ne peut pas dire forcément que l'infrastructure, dans ce cas-là, était en cause, sauf que on peut quand même s'interroger sur l'état de nos ponts et de nos infrastructures. Et on a entendu un certain nombre de maires, depuis ce qui s'est passé hier, alerter sur justement ces problématiques. Peut-être que vous qui êtes dans une agglomération, vous pouvez nous dire comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des contrôles? Est-ce que c'est sérieux? Où on en est aujourd'hui en France sur ce sujet, Fouzia Bouzerda? Alors non, il y a des contrôles parce que les infrastructures à Lyon, elles ne relèvent pas de l'État pour la plupart. Donc sur le réseau de transport en commun, il y a des ponts, des tunnels. Pour faire venir le tunnelier qui creuse le métro à Lyon, on a dû passer par la voie fluviale parce que le pont n'aurait pas pu supporter le poids. Donc il y a vraiment une structuration. C'est même plus ancien. Quand on a eu l'effondrement du pont de Gênes, on a réévalué toutes les analyses techniques qui étaient faites sur les infrastructures. Parce que la sécurité, c'est vraiment un enjeu. Alors là, vous dépassez le poids, les tonnes, mais il y a aussi la nécessité de contrôler. C'est-à-dire que quand vous allez passer, et régulièrement, vous prenez le tunnel sous Fourvière, que tout le monde a dû emprunter en venant sur Lyon. Vous ne faites pas attention à la hauteur, vous accrochez toutes les plaques et il est neutralisé pendant des semaines. Donc l'enjeu, c'est vraiment ça. C'est la sécurité, neutraliser des infrastructures qui ne sont pas en capacité de supporter les poids et le faire de manière très attentive. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de venir une fois par an. Il faut surveiller. Il y en a qui ont une surveillance quotidienne. Mais cette prise de conscience, et plus que cette prise de conscience, c'est une obligation quotidienne de vérifier l'ensemble des infrastructures lyonnaises, métropolitaines. Est-ce que c'est fait? Moi, je pense que Mathieu Alterman. Je pense que c'est évidemment qu'il faut surveiller, mais il y a un problème de coût. Est-ce que l'État aujourd'hui a les moyens, a le nombre de personnes pour contrôler
ces ponts et tout ce qui est susceptible de s'effondrer. En fait, pour beaucoup, ils ne relèvent pas de l'État, pour beaucoup, ils relèvent des collectivités locales. Mais il y a un manque de personnes. Nous, très clairement, c'est la responsabilité de la métropole ou c'est la responsabilité du réseau de transport en commun pour un certain nombre de tunnels, du département. Donc en fonction de la collectivité dans laquelle vous êtes, alors moi je suis d'accord avec vous, selon que vous êtes une petite commune sur laquelle vous avez un pont historique qui est en place, ou que vous êtes une collectivité qui n'a pas de moyens, je suis absolument d'accord avec vous. Après, voilà, à Lyon, on a identifié et cartographié l'ensemble des infrastructures, mais sur le reste de la France... Je voulais vous lire un tweet de Patrick Flukiger, qui est journaliste, qui vient de temps en temps dans cette émission. Il dit: le pont effondré de Mirepoix-sur-Tarn datait de 31, il était limité à 19 tonnes, ce qui est très insuffisant. En France, on préfère financer les routes en Europe de l'Est grâce aux 9 milliards offerts chaque année à l'Union européenne plutôt que de moderniser notre réseau. Non, mais ça, c'est éviter le sujet pour parler de ces dadas, mais c'est pas grave. Oui. On a le droit aussi. Juste, il y a une réalité sur les ponts, c'est qu'on ne sait même pas combien on en a. Parce que la mission d'évaluation du Sénat qui a été mise en place après l'effondrement du pont de Gênes ne sait pas si on en a 200 à 250 000. On n'a pas le suivi de qui les gère et comment. Tout ce qu'on a, c'est aujourd'hui sur les ponts les plus récents. Par exemple, celui qui a été construit en Lozère, eh bien là, on a des capteurs qui nous permettent effectivement de suivre ce qui se passe. Mais il y a deux choses qui se passent. D'une part, il y a l'usure naturelle qui fait qu'on doit les suivre régulièrement. Ce pont a été inspecté il y a 2 ans. Enfin, il a eu un feu vert, il ne faisait pas partie des infrastructures, des ouvrages d'art qui étaient problématiques. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que ce camion, il fait plus de 40 tonnes, mais c'est le type de transport qui se multiplie. C'est-à-dire qu'en France, au lieu de diminuer le transport routier de marchandises, essentiellement de marchandises importées, je le précise quand même parce qu'il faut l'avoir en tête, eh bien, ces dernières années, ça n'a fait qu'augmenter. On est à quasi 90% du transport de marchandises en camion et particulièrement en très gros camions très lourds. Donc nos infrastructures, mais ça vaut aussi pour les routes, c'est juste moins dangereux. Elles ne sont pas faites pour ça. Dans les villes qui sont traversées par des grands flux de camions, vous ajoutez à la pollution la destruction des rues, qui fait que les gens ont sans cesse à payer par leurs impôts la restauration de juste leur espace de vie. Et puis vous avez les témoignages de ces habitants qui disent qu'au moment où le pont s'écroule, ils pensaient qu'il y avait encore des camions qui passaient encore en pleine allure en bas de chez eux parce qu'ils se sont habitués à ces vibrations permanentes. Ce que je veux dire, c'est que nos infrastructures, entre cette explosion du transport par gros camions, entre l'explosion de ces SUV très très lourds qui n'arrêtent pas de pulluler, eh bien, elles ne sont plus adaptées à ça. Donc oui, on a des normes, oui, on a des enquêtes, mais là, il va falloir les revoir largement à la hausse. Mais si on continue à avoir le problème, on peut toujours écoper. En fait, on va continuer à payer. Il faut favoriser le train, il faut le dire quand même, le ferry. Oui, il faut favoriser des transports plus légers, du ferry, puis surtout respecter la vie des gens qui vivent à proximité. Dominique de Montvalon. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. On est dans une phase de changement d'un cycle en profondeur sur différents terrains, et pas seulement celui-là, qui nous prend quelque part de court. Je parle en tant que Français, et chacun à sa façon prendra la part qu'il estime devoir lui revenir, mais qui nous prend de court parce qu'une fois de plus, on ne s'est pas préparé à ça. Alors n'oublions pas que dans l'affaire de ce qui est arrivé, l'enquête ne fait que commencer, mais enfin il s'agit aussi d'un autre problème, c'est celui de l'imprudence finalement criminelle, objectivement criminelle du chauffeur, du chauffeur, mais oui, il l'a payé, mais bon, enfin bref. Oui, il faut. Quand on se souvient qu'un candidat à l'élection présidentielle, ça date pas de Mathusalem, voulait supprimer 500 000 fonctionnaires, quand on se souvient sur un plan plus raisonnable que beaucoup, même à gauche, pas tout le monde à gauche, s'interroge sur l'appareil étatique français. Le problème, c'est quand même aussi, au fond, de revenir aux missions premières. On s'aperçoit qu'un certain nombre de fonctionnaires s'occupent de choses, c'est pas de leur faute, mais c'est comme ça, s'occupent de choses qui n'ont aucun intérêt, qui doublonnent complètement. Il faudrait revenir. Quels sont ? Il faut réinventer un appareil d'État cohérent, restreint et efficace. Pour l'instant, on en est loin. Moi, je pense aussi que en matière d'infrastructure, elle s'oppose pas vraiment, mais c'est vrai que le ferré. On en parle beaucoup, c'était une vraie chance. On a un pays très maillé en ferré, sauf qu'on n'arrive pas.
on a un pays maillé, mais on n'arrive pas à faire circuler des trains. Nous, simplement, sur la métropole de Lyon, on a 35 gares et on n'arrive pas à les cadencer au quart d'heure parce qu'on n'arrive même pas à mobiliser du financement pour sécuriser les lignes qui existent. Et donc, nous, on a eu un grand débat du nœud ferroviaire lyonnais à 2040 avec 3 milliards ou 4 milliards d'euros d'investissement 2040. Et donc, on en est à se dire comment on peut faire des tronçons pour permettre à du ferré de marchandises de passer, comment on peut sécuriser suffisamment ces lignes ferroviaires avec beaucoup d'investissements pour les cadencer au quart d'heure, quand on arrive parfois pas à les cadencer à l'heure. Non, mais c'est un vrai problème. Mais là, vous parlez d'une métropole qui a déjà beaucoup de moyens de transport, etc. Là où la question se pose, c'est dans les campagnes, dans les petites villes, dans les moyennes villes, où là, le ferré a été fermé partout. Vous ne pouvez plus exploiter ces voies. Justement, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sur l'ensemble du département. Mais moi, je vais vous dire, c'est pas vrai. Au moment où on parle des mobilités, mais c'est pas vrai. Parce que le ferré, ça permet... je vais vous le dire, parce que je connais quand même le territoire. Le ferré, ça permet... L'agrafe, en fait, les mobilités, c'est de l'agrafe urbaine, c'est de l'agrafe sociale. Au moment où on a toutes ces revendications, ces mouvements de gilets jaunes. Donc nous, on a des lignes de chemin de fer qui traversent, qui partent des zones rurales sur l'ensemble du Rhône et qui connectent avec ces métropoles, qui passent par ces gares importantes. Et donc, on a des gares importantes, mais c'est ces territoires qui sont desservis. Parce que sinon, quand vous êtes à Lyon, vous avez du métro, du tramway. Mais quand vous êtes dans des communes au fin fond du Rhône, le seul moyen de transport, c'est soit votre voiture, soit le ferré. Et si vous avez un train tous les quarts d'heure. Et on parle de la liaison avec Saint-Étienne ? Mais bien sûr, mais si vous avez, mais vous savez, moi je suis pas responsable, je ne me sens pas concernée. J'adhère avec vous sur la liaison de Saint-Étienne parce que justement, c'est la meilleure preuve que c'est pas si bien desservi. Mais je vous dis pas que c'est bien desservi. Je vous dis que si Saint-Étienne-Lyon c'est un sujet, imaginez les petites communes, les petites communes comme Tarare, des petites communes dans l'ensemble du département qu'on n'arrive pas à graffer. Donc si vous n'avez plus le train dans ces communes-là. Donc vous n'avez que la voiture. Vous n'avez que la voiture et on revient justement sur le débat qui agisse notre pays depuis un an. J'ai l'impression qu'en France, il faut toujours qu'il y ait une catastrophe comme celle qui vient de se passer pour qu'enfin on ait un débat sur le sujet. Parce que l'année dernière, c'est comme ça en France. L'année dernière, quand il s'est passé l'accident en Italie. J'ai essayé d'amorcer sur des chaînes d'infos ce genre, alors même si c'est pas comparable, c'était pas pour un problème de poids, mais c'était débat impossible. On n'a aucun problème en France, ça va très bien, voilà. Et c'est comme ça sur tous les sujets, comme vous venez de dire. Il faut qu'il y ait une catastrophe pour qu'on puisse commencer à échanger des idées. Il faut qu'il y ait un accident sur un passage à niveau. Hein, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, pour que au moins partiellement le débat s'engage. Il faut le poursuivre. On a Cédric en ligne avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Bonjour. On vous écoute. Moi, en fait, étant routier, je trouve que encore ce qui s'est passé, c'est minime, parce que je vois l'Adréal est débordé. C'est quand même la police des chauffeurs routiers. J'ai discuté avec eux mardi dernier et il me disait qu'effectivement, c'est incroyable tout ce qui peut arriver au jour d'aujourd'hui. Il y a aucun contrôle parce qu'ils sont pas assez nombreux. On nous a enlevé la DDE. La DDE pouvait effectivement réparer ou prévoir certains problèmes par rapport au pont. Tout à l'heure, j'étais sur la route. Je me suis fait doubler alors que je suis à 90 km/h sur autoroute par un monsieur qui était en ADR, donc matière dangereuse, à 95 km/h. Ce qui s'est arrivé à Mirepoix-sur-Tarn, c'est rien à côté de ce qui risque de nous arriver lorsqu'un jour il y aura un accident comme ça s'est passé à Bologne en 2017. Ça sera grave. Les routiers étrangers et quelques-uns français, mais ne font n'importe quoi. Et ils ont une impunité complète puisqu'ils payent, ils t'en vont. Ouais. Voilà. Enfin, là, je trouve ça aberrant. C'était pas un routier étranger, là, il était français. Non, mais là où je rejoins Cédric, c'est que en fait, la pression sur les chauffeurs routiers entre les chauffeurs routiers étrangers, les chauffeurs routiers français, qui sont tous sous la même pression, elle fait que oui, on a ces excès de vitesse, on a ces dangers, et on a cette personne qui donc fait des morts et meurt lui-même. Je ne suis pas persuadée qu'il ait choisi lui-même ce trajet. En tout cas, on peut avoir des doutes sur le fait qu'il ait choisi lui-même, en conscience, en sachant que son camion faisait 2 fois le poids autorisé, de passer sur un pont dont il savait qu'il était léger. Quand on a des délais trop courts à respecter, on met les chauffeurs routiers les témoignages dans qu'on a une entendus situation très où ils difficile. dorment un petit peu partout Exactement. Pour gagner du temps. C'est tout à fait lié, il ne faut pas l'oublier. Allez, on se retrouve dans un instant. 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkov. Je suis avec Sandra Rogol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Dominique de
Montvalon, journaliste politique, Fouzia Bouzerda, vice-présidente du Grand Lyon et adjointe au maire de Lyon, et Mathieu Alterman, journaliste et auteur. Emmanuel Macron a-t-il réussi à se réconcilier avec les maires? Aujourd'hui, cet après-midi, on l'attend pour l'ouverture solennelle du congrès de l'Association des maires de France, dans une ambiance qu'on dit plutôt apaisé malgré des désaccords qui existent et qui persistent entre les maires et l'exécutif. On se souvient que la première année de son quinquennat, il n'avait pas jugé bon d'y aller. L'année dernière, il avait reçu un certain nombre de maires. Donc, que s'est-il passé sans y aller. Donc, que s'est-il passé? Peut-être qu'on va demander à l'élu de nous dire comment vous ressentez, vous, ce changement d'attitude d'Emmanuel Macron vis-à-vis des maires. Moi, je pense que c'est très bien, parce que les élus, c'est ceux qui sont en prise directe. Quand on a l'habitude de dire que c'est ceux qui sont à portée de baffe, les élus locaux. Et donc, je pense que c'est aussi important parce qu'ils sont des vrais relais, c'est des courbes de transmission. Et donc, ils relayent ce qu'ils vivent au quotidien, ce que vivent au quotidien. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. C'est Emmanuel Macron qui s'en était pas rendu compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous êtes dans des temps forts, là, vous. Et puis, c'est la parole. Enfin, c'est un bel événement. L'ensemble des maires sont réunis. Il y a de la considération à avoir. Il y a de l'écoute. Je pense que c'est important. Parce que, concrètement, tous les jours dans le quotidien, les réalités, c'est quoi? C'est des problèmes de mobilité, c'est des problèmes de sécurité, c'est des attentes pour se loger. Ça, c'est le quotidien de ce qui est relayé. Et on va pas se demander, quand on vient voir son maire, s'il a la compétence de la voirie ou la compétence des hôpitaux. On va venir lui dire, voilà ce qui va pas, voilà ce qu'on veut que vous fassiez. Et donc, ils ont ce rôle-là. Et on s'en est aperçu dans les grands débats. Ces élus locaux, ceux qui sont là au quotidien, c'est ceux-là qui recueillaient la parole, qui organisaient les débats, qui permettaient aux personnes de pouvoir, dans ce cadre de Gilets jaunes, de parler, qui nous permettaient d'échanger avec eux et de recueillir ces éléments. Et je pense qu'on ne peut pas être toujours en prise directe entre le citoyen, le président, et que c'est des élus sur lesquels il faut s'appuyer. Alors, Mathieu, la question qu'on se pose ce matin, c'est est-ce que Emmanuel Macron s'est réconcilié avec les maires? Pour se réconcilier avec quelqu'un, il faut avoir eu déjà, par le passé, une relation apaisée existante. Je pense que il ne peut pas se réconcilier, il n'a jamais eu de relation avec eux. Mais ce n'est pas de son fait, ce n'est pas un problème conjoncturel, c'est un problème structurel. Emmanuel Macron est à la tête d'un nouveau parti. Avant, on savait qu'il fallait démarrer, on disait en région, puis monter, tout ça. Lui, il a fait le contraire. Donc, il n'a jamais eu de relation avec eux. Et je pense qu'il en a peur, parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et qu'Emmanuel Macron, ou tout du moins au début de son quinquennat, a voulu faire sans eux, parce qu'il ne savait pas qui c'était, puis ça lui faisait peur, tout simplement. Vous pensez que ça lui faisait peur, ou qu'il s'est dit j'y suis arrivé tout seul, en passant... Parce qu'il ne les connaissait pas et qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Alors, je dirais pas peur, mais en fait, il veut tellement être la quintessence de la Ve République qu'il n'a pas vu que les territoires reprenaient du pouvoir. Il ne l'a pas vu. Il avait des œillères totales là-dessus. Et c'est même pas parce qu'il avait peur ou parce qu'il y avait de la malveillance. C'est juste qu'il n'avait pas le logiciel intellectuel pour voir que les territoires avaient du pouvoir et comptait bien le lui dire. Pourtant, il a eu plusieurs alertes. Les diverses associations des maires lui ont dit non plus d'une fois, très bruyamment. Et puis, il y a cette espèce de quintessence avec les arrêtés anti-pesticides, où là, des milliers de maires à travers la France disent on va pallier les carences de l'État en protégeant nos habitants. Et peu importe si ce n'est pas recevable par la loi, au moins on rappelle au président de la République que c'est nous qui sommes en front direct avec les personnes, que c'est nous qui assumons nos peurs, leurs peurs, et qui devons les protéger. Et bien, tout ce travail-là de reprise de pouvoir des maires, c'est aussi de la reprise de pouvoir des citoyennes et des citoyens. Et c'est très bien qu'Emmanuel Macron entende ça. Après, je ne suis pas persuadée qu'il ait le logiciel intellectuel pour traiter cette information et offrir les réponses politiques à ce qui est demandé. Oui, Dominique? Moi, je dirais, et on en fait tous l'expérience dans notre vie personnelle, que pour se réconcilier avec quelqu'un, il faut s'être brouillé avec lui. Non, moi, je dis ça comme ça. Oui. Alors, il ne s'est pas brouillé avec les maires au départ, puisqu'il les a ignorés. Comme il a ignoré... On peut dire que c'est une forme de brouille. Quand vous ignorez quelqu'un, il y a... Oui. Non, mais... Oui, on peut dire ça comme ça, mais comme il a ignoré les corps intermédiaires et comme il a décliné à partir de son inexpérience et de ce qui a été vécu par beaucoup de Français dans l'acte 1 du macronisme comme une insupportable arrogance, comme il a décliné une vision hyper gaulienne et jupitérienne des institutions, il y en a d'autres.
Il y a d'autres visions qui ont été pratiquées par les Français et parfois qui ont été souhaitées par eux. Peut-être, j'arrive à me demander s'ils ne le souhaitent pas aujourd'hui. Je pense par exemple à l'expérience, il n'y a pas que ça, de la cohabitation. Mais il a rectifié le tir depuis. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, même les maires sont comme l'ensemble des Français. Ils seront courtois, comme l'a annoncé en recevant Emmanuel Macron, comme l'a annoncé ces républicains. Ils le sont, ces maires. Ça, alors, au moins, c'est l'ossature de la République. Mais ils jugeront au résultat. Qu'est-ce que va dire, qu'est-ce que va leur proposer Emmanuel Macron? Et maintenant, si ce n'était pas un réflexe spontané et tripal au départ de sa part, maintenant, ça doit devenir un réflexe politique et obligé en raison des circonstances. Des circonstances, oui. En raison du concours. Oui, d'autant qu'on construit toujours ces politiques avec les territoires. Au-delà des étiquettes, c'est très clairement, on répond à des besoins quotidiens. Toutes les politiques, elles sont déclinées. On va avoir une loi mobilité, elle va atterrir sur des territoires, elle va permettre de reconnecter. Enfin, les territoires, c'est quand même le fondement. On est tous habitants de nos villes, de nos quartiers. Et une politique, pour être efficace, il faut qu'elle se voit, qu'elle se décline. Donc, moi, je le dis vraiment, hein, c'est important d'avoir ces élus locaux. D'ailleurs, on le voit bien hein, quand vous faites, vous testez, l'élu local, le maire a la confiance. Oui, bien sûr, c'est l'élu qui est le plus apprécié. Bien évidemment, c'est l'élu qui est le plus accessible. Qui est le plus accessible. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on voit la droite dans l'état où elle est, globalement, elle est dans un état cataclysmique. Elle le reste. Hein. On verra, ça changera peut-être. Quelquefois, les choses changent rapidement. Quel est le seul qui résiste, qui surgit, qui devient presque une référence, comme le sauveur possible, François Baroin, parce qu'il est président de l'Association des maires de France, et que là, sur ce terrain-là, il est impeccable et il n'a pas découvert ça avant-hier, il ne l'abandonnera pas après-demain. Mais c'est significatif. Les maires. François Baroin, c'est comme le monstre du Loch Ness, quoi. C'est que tous les 5 ans, on pense que ça va être le sauveur, et puis finalement, il sauve jamais rien, quoi. Non, mais on verra. Mais attendez, j'ai pas dit qu'il serait le sauveur. Alors, j'ai dit que certains le percevaient comme tel. Il y a une prime aux élus locaux ancrée. On le voit à Lyon avec Gérard Collomb. On est vraiment aussi, au-delà des étiquettes, on est vraiment sur la prime à ceux qui travaillent leur territoire, qui sont sur place. Voilà, et donc, il y a du plébiscite. Pour certains maires, enfin moi je le vois à Lyon avec Gérard Collomb, on est vraiment sur cette confiance, ce rapport qui s'est créé directement. On a Benoît en ligne avec nous. Benoît. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Donc moi je suis élu dans ma petite commune, donc je suis conseiller municipal, à savoir pour 0 €, 0 centimes par an, et on accomplit bien sûr des tâches bénévoles, éminemment bénévoles. Là je suis d'accord sur le fait que le maire en fait c'est l'élu le plus important et le plus respecté de tous les élus, parce qu'il est taillable corps et âme par ses administrés du 365 jours par an, et en moyenne pour quelque chose pour les petites communes c'est 580 € par mois, donc ça c'est à peu près équivalent au coût de gasoil pour l'élu. Moi, je voulais dire que Monsieur Macron, pardon, pour être poli, sa démarche est purement électoraliste. Je crois qu'il a absolument rien à faire des maires, comme il n'en a rien à faire du peuple d'ailleurs. On voit le traitement qu'il fait sur les gilets jaunes. Il veut surtout essayer d'assurer un socle d'élus, parce que bon, il se rend compte que quand même les élections de maire, c'est 26 mois et il faut bien s'en occuper un peu. S'il n'était pas venu là, c'était une insulte. S'il n'était pas venu là, à cette réunion des maires en 2018, soit 6 mois avant les élections, c'était une insulte. Ce qu'on peut, là vous parliez avant du pont, et les maires vont râler aussi sur les dotations d'État, c'est quand même un problème de budget. C'est à chaque fois, on revient toujours au même, c'est le nerf de la guerre, l'argent commande. Chaque fois que les dotations d'État baissent, c'est des services en moins, c'est des petits travaux en moins dans la commune, et le peuple gueule. C'est normal. Moi, j'aimerais qu'un jour on mette sur la table quand même, un jour, et même si votre député élevé là, va tiquer, mais j'aimerais qu'on mette sur la table le coût pharaonique de notre appartenance à l'Union européenne. Quelque chose comme 60 qui est estimé par une association contribuable associée à 60 milliards € par an. Alors j'aimerais juste, pour finir, 60 milliards € par an, ça ne parle pas à nos compatriotes. C'est une somme trop grosse. Si on le ramène à l'heure, ça fait 6 millions d'euros par heure. Ça veut dire que le Sénat a estimé le coût des travaux de mise en état de nos ponts et de nos routes à 120 millions. Donc il y a un moment c'est une journée de notre appartenance. Les hôpitaux, ils ont un plan à 440 millions d'euros. C'est 3 jours.
Ça veut dire le 4 janvier, on sort de l'Union européenne, le 4 janvier, on a payé tout ça. Ouais. Et il nous reste 300 jours encore, 360 jours encore. Bon, mais Benoît, je suis obligé de vous interrompre, mais vous reviendrez demain, puisqu'on va reparler évidemment de ce qu'aura dit Emmanuel Macron au Congrès des maires de France cet après-midi. Merci à vous, merci à tous les quatre. On se retrouve demain, et dans un instant, c'est André Berkoff qui sera à ce micro. À demain.